Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Al24 News et un nouveau thème d'actualité à débattre dans l'échiquier international. Restez avec nous. Et ce soir, s'il y a un thème qui s'impose, c'est bien celui des hydrocarbures. Hier, en Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour hisser le niveau de production de gaz, d'abord pour répondre aux besoins de consommation interne, mais également pour renforcer l'exportation et respecter les engagements de l'Algérie auprès de ses partenaires étrangers. Tout cela intervient, vous le savez, dans un contexte de crise énergétique en Europe, l'Europe qui tente de s'en sortir et surtout de se libérer de sa dépendance à l'énergie russe. En effet, dernièrement, plusieurs décisions ont été prises par l'Union européenne, à commencer par les sanctions à l'égard de la Russie, avec cette annonce du plafonnement des prix du pétrole russe, accord obtenu certes à l'unanimité, mais dans la difficulté. Autre décision prise par les Européens, elle concerne cette fois-ci le gaz. Les Européens parvenus, après des mois de rudes négociations, à un accord, cette fois-ci pour plafonner les cours du gaz. Une décision qui suscite et continue de susciter des réactions, notamment de la part des pays producteurs, à l'image de l'Algérie. À quelles conséquences peut-on s'attendre après de telles décisions pour les pays producteurs, mais aussi consommateurs? On va en débattre avec nos invités ce soir. Abdelmadjid Attar, ancien ministre de l'Énergie. Bonsoir, monsieur Attar. Bonsoir. Et Kamal Mansari, journaliste, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir, Kamal Mansari. Bonsoir. Alors d'abord, sur les orientations données hier au Conseil des ministres, peut-être un mot, monsieur Abdelmadjid Attar, sur l'importance de hisser le niveau de production du gaz. C'est primordial dans le contexte actuel. C'est primordial et puis ce sera surtout bénéfique parce que c'est le moment ou jamais. Oui. C'est vraiment le moment ou jamais, dans la mesure où on l'a vu déjà en 2022 à cause de la crise énergétique mondiale, à cause de l'augmentation des prix, il faut rappeler, du baril, surtout grâce aux efforts et à la stratégie de l'OPEP+, qui a permis de stabiliser le marché. On l'a vu pendant 2022, il a augmenté. À un certain moment, il est arrivé presque à 130, mais oui, ça n'a pas duré longtemps. Mais disons que l'année 2022 va se terminer avec un baril moyen, pour le Brent évidemment, oui, aux environs de $90, ce qui est une excellente performance. Pour les producteurs et les consommateurs. C'est grâce, pour les consommateurs, pas tellement. Oui. Quand on regarde ce qu'ont fait les USA pour faire pression sur l'OPEP+. Donc l'année s'est bien terminée, le gaz aussi il a augmenté. Les contrats d'exportation de gaz de l'Algérie, heureusement, ils ont été renégociés juste avant cette crise énergétique, ce qui a permis, et pendant, ce qui a permis d'augmenter aussi les prix à l'exportation. Donc, les recettes ont augmenté de pratiquement de plus de 40%. Cette situation, elle va durer encore pendant 2023, 2024. Ce n'est pas demain que la crise énergétique ou la situation, disons le contexte énergétique mondial va être résolu avec cette perturbation d'approvisionnement des pays consommateurs comme l'Europe surtout. Donc cette situation va durer, le prix va rester haut, aussi bien pour le pétrole. Quand je dis haut pour le pétrole, moi à mon avis, il ne va pas dépasser peut-être rarement les $100. Mais pour le gaz, il va rester. Le gaz, il a de beaux jours devant lui. Donc c'est le moment où jamais de mettre le paquet pour l'Algérie, d'augmenter sa production, augmenter ses exportations à tous les prix. Oui. On peut l'augmenter en augmentant la production, mais aussi en améliorant ou en investissant dans les infrastructures d'exportation. On en parlera peut-être tout à l'heure à propos du Ghansi, etc. C'est le moment où jamais, Kamal Mansari. Kamal Mansari, un mot sur, donc on l'a compris, la conjoncture est propice pour l'Algérie pour qu'elle puisse se positionner en tant que pays pivot en matière de fournissement de gaz. Tout à fait, notamment en raison de ce qui se produit actuellement en Europe, par exemple, quand on voit la crise induite par la guerre en Ukraine. Donc il y a des positionnements, il y a de nombreux pays comme l'Allemagne, comme
l'Italie ou bien d'autres pays sont en train de chercher des alternatives au gaz russe, parce que des quantités énormes sont sorties du marché européen, ils doivent être remplacés. Les gazoducs russes n'arrivent plus en Allemagne, donc forcément il y a une volonté de chercher des solutions durables, sûres, et chez des producteurs qui sont fiables comme l'Algérie ou le Qatar ou probablement aussi les États-Unis. Donc on voit qu'il y a une question de survie pour les gouvernements européens. L'Allemagne a exprimé, ça a donné lieu y compris à des crises entre Paris et Berlin, donc notamment en matière d'approvisionnement. L'Allemagne qui voulait essayer de ramener du gaz à partir de l'Espagne à travers la construction d'un nouveau gazoduc. La France y est opposée parce que la France n'utilise pas les peu consommatrices du gaz, donc parce qu'elle utilise le nucléaire. Donc ces frictions-là ont donné lieu ont poussé l'Allemagne, par exemple, à trouver de nouvelles ressources d'approvisionnement en matière de gaz. Donc le schéma actuel, le scénario, le paysage actuel, il est appelé comme l'a dit M. Attar, c'est d'aller vers de nouveaux approvisionnements, mais que les pays comme l'Algérie doivent assurer. Pour assurer, il faut augmenter bien sûr la production. Et surtout, en amont, c'est l'exploration. Il faut trouver soit améliorer les gisements actuels, soit trouver de nouveaux gisements pour justement se placer et assurer la pérennité de notre présence dans le marché européen notamment. Alors, ces frictions dont vous parlez, Kamal Mansari, n'ont pas empêché les pays européens de s'entendre pour prendre des décisions concernant les prix du gaz. D'abord, plafonner les prix du gaz à partir de 180 € le mégawatt. L'Algérie donc a réagi par la voix de son ministre de l'énergie, Mohamed Arkab. On va écouter sa déclaration, on revient pour commenter. Les grands investissements dans le secteur du gaz sur le moyen et long terme nécessitent une vision claire sur l'évolution des marchés en Europe. On pourrait donc s'attendre à ce que l'industrie du pétrole et du gaz subisse un impact négatif dû à ce changement juridique introduit par l'Union européenne en matière de politique sur le climat en 2050. Les conventions qui concernent par exemple le méthane. Il y a aussi cette démarche unilatérale de l'Union européenne qui consiste à plafonner les prix du gaz, une décision susceptible de déstabiliser les marchés. Et c'est pour cela que des marchés du gaz ouverts, transparents et sans restriction ni discrimination sont plus qu'une simple nécessité. Alors, j'ai bien entendu plein de questions à vous poser, Abdelmajid Attar. D'abord, sur ce plafonnement des prix du gaz, qu'est-ce que cela signifie? Est-il possible? Et quel impact sur le marché mondial et sur l'Algérie, Abdelmajid Attar? Sur l'Algérie, je ne pense pas qu'il puisse avoir d'impact dans l'immédiat. Oui. Parce que le plafonnement du gaz, vous l'avez dit, 180 $ le mégawattheure, ce qui équivaut, peut-être pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre de mégawattheure, c'est à peu près 53 $ le million de BTU, ce qui est un prix déjà très élevé. Je rappelle qu'au début, les Européens, ils avaient pensé à plafonner à 200 et quelques, 275 je crois. Puis après, ils sont revenus en arrière parce qu'ils ont compris que 275, de toute façon, c'est déjà un prix catastrophique. Est-il possible de fixer donc un prix c'est ce qu'ils veulent, oui, c'est ce qu'ils veulent. Mais là, ils l'ont fixé. A priori, ils disent qu'il est fixé pour le gaz russe, pas pour les autres pays. Mais moi, je pense, je ne vais pas dire je suis sûr, mais j'ai bien peur que leur objectif est de plafonner tout le gaz, qu'il vienne de Russie ou du Qatar ou d'Algérie ou d'ailleurs. Ouais. Mais à mon avis, excusez-moi les termes, c'est se tirer une balle dans les pieds. Pour l'Europe. Absolument. Oui. Ça va augmenter plutôt le prix de l'énergie au niveau des pays ou au niveau des consommateurs. Comment? Ils ont fait la même chose. Parce que là, il y a moins de gaz déjà. Les gazoducs russes ne fonctionnent pas maintenant pratiquement. Il y a un embargo. Oui. Il faut aller chercher du gaz ailleurs. Mais je rappelle, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière. Allez-y. En 2014, quand le prix du baril a baissé, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes les années qui ont suivi? Il y a eu une chute extraordinaire des investissements en amont pour renouveler les réserves et pour améliorer les capacités de production.
Ce qui fait que petit à petit, l'industrie des hydrocarbures, que ce soit pour le gaz ou pour le pétrole, elle a énormément souffert. Est venu le Covid, bon, il y a eu moins de consommation, on l'a vu, une crise, le baril a baissé, le gaz a baissé, etc. La reprise en 2020-2021 plutôt. Quand la reprise est venue, on s'est rendu compte que les réserves, les capacités de production, les énergies renouvelables n'étaient pas en mesure de compenser les besoins, par exemple, quand il y avait absence ou insuffisance de gaz ou de pétrole. Et c'est à ce moment-là que la crise énergétique a démarré. Elle n'a pas démarré avec le conflit russo-ukrainien, elle a démarré avant. Donc, la crise russo-ukrainienne, elle a tout simplement aggravé la situation et on s'est retrouvé avec des pays qui cherchent à remplacer le gaz russe. Mais pour le remplacer, ils sont venus voir l'Algérie, ils sont allés voir le Nigeria, le Qatar, par exemple. Le Qatar, l'émir du Qatar lui-même, il a dit, voilà, écoutez, bon, moi, je peux vous fournir un petit peu, quelques dizaines, même pas quelques dizaines de milliards de mètres cubes, mais je ne peux pas remplacer le gaz russe. L'Algérie ne peut pas remplacer le gaz russe non plus. Il y avait quelque chose comme 400 et quelques milliards de mètres cubes qui étaient importés de Russie. Donc, c'était impossible. Pourquoi? Parce que les capacités de production, ainsi que les capacités d'exportation, parce qu'il ne faut pas oublier que 30% des exportations, c'est du GNL. Il faut trouver des méthaniers aussi. Il faut que les unités de liquéfaction soient en mesure de fournir le GNL. Et c'est ce qui n'existait pas. Ça n'existait ni au Qatar, ni en Algérie, ni au Nigeria. Même les États-Unis aujourd'hui, ils sont en train de produire au maximum le gaz de schiste pour augmenter la production. Mais ils ont dit, écoutez, oui, mais on y va doucement parce qu'on ne veut pas avoir un retour de manivelle et se retrouver demain avec une crise, etc. Si je comprends bien, M. Attar, une telle décision, plafonner les prix du gaz, pourrait donc engendrer un effet boomerang. À mon avis, il va y avoir plutôt, surtout pour le gaz. Moi, je suis certain que le prix du gaz ne baissera pas. Déjà, il se vend actuellement, par exemple, le prix moyen en Europe, au TTF, c'est-à-dire pour l'Europe, pour le GNL évidemment, pour le marché spot, c'est pas moins de $35 sur toute l'année. Il a atteint parfois $75 le million de BTU en Europe, et même plus que 100. Donc, vous voyez, maintenant il y a d'autres paramètres. On attend un petit peu ce qui va se passer en Chine. Absolument. Il y a beaucoup de paramètres. Vous savez, la Chine, avec la politique zéro Covid, elle n'importait pas beaucoup. Maintenant, ils viennent d'ouvrir. La croissance, ils ont besoin, ils vont concurrencer l'Europe, etc., etc. Kamal Mansari, sur ce point, sur justement cet impact que peut avoir ce plafonnement des prix du gaz sur les pays consommateurs. Sur cette question-là, l'Algérie, elle a déjà, disons, clôturé cette question-là sur le plan des contrats. Donc, elle fournit à l'Italie, elle a des contrats à long terme avec l'Espagne et l'Italie. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner de plus? Donc, tout ça est réglé. Bien évidemment, certes, probablement, les Européens, en essayant de faire en sorte à ce que le prix soit unifié pour tout, c'est vraiment poussé, c'est-à-dire les pays producteurs à envisager une solution de retour. Si demain, les Européens, aujourd'hui, les Européens, ils ont décidé de plafonner le prix du gaz. Il y a d'autres pays qui ont des matières premières, peuvent eux aussi plafonner. C'est-à-dire, demain, je pourrais plafonner moi aussi mes matières premières. Donc, des pays qui vont plafonner le prix du blé. Donc, ça crée une sorte de confusion. Ça va déstabiliser le marché mondial. Si on se met, c'est la première fois dans l'histoire où celui qui achète, qui fixe, alors que c'est contraire à la loi de la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Oui, c'est pour ça que j'avais demandé. On est vraiment dans une logique tout à fait surréaliste. Donc on n'est plus dans la loi du marché, l'offre et la demande. Et c'est pareil pour le pétrole. Donc les Russes, lorsque l'Union européenne a décidé de plafonner le prix du pétrole, enfin du prix russe, du brut russe à $60, parce que là on va y revenir. Parce que pourquoi? Parce que le prix, parce qu'il y a eu déjà une décision d'embargo. Cette décision d'embargo prise en mars dernier a donné un effet contre-productif. Ça a été contre-productif. Pourquoi? Ça a fait flamber les prix. Donc, c'est pour cela que la secrétaire d'État américaine Janet Yellen, elle a dit quoi? J'ai trouvé la solution. Donc, ils se sont réunis en mai dernier pour décider, pour faire en sorte, est-ce qu'il faut plafonner le prix du brut russe. Donc, aujourd'hui, quand on voit sur les marchés spot, il coûte
combien? Avant même la décision prise par l'Union européenne, le G7 plus les 27 de l'Union européenne, le 5 décembre dernier, c'est à ce moment-là qu'elle est entrée en vigueur, la nouvelle tarification du pétrole russe. Il était à combien à Rotterdam? Il était à 45 l'Oural, c'est le gaz russe, enfin le pétrole russe de référence. Ils ont d'autres, bien évidemment, d'autres bruts comme celui le sibérien qui est un petit peu à 52 dollars. Donc, quelle est l'utilité de plafonner? C'est pour pousser justement la Russie à ne pas retirer son pétrole ni à retirer son gaz. Il y a des pays aujourd'hui qui reçoivent du gaz russe comme la Hongrie jusqu'à aujourd'hui et le pétrole aussi. Donc, et cette politique-là, elle fait quoi? C'est pour déstabiliser non seulement le marché du gaz, mais aussi pétrolier. Mais ça vise qui? Ça vise l'OPEP tout entier, parce que l'OPEP jusqu'à aujourd'hui a brillé par une politique de consensus et qu'il est en train de faire en sorte à ce que les décisions qu'il prend prennent effet sur le marché, contrairement, et ça a fait en sorte à ce que les Américains, ça a été contre le désintérêt américain, les Américains ont dit non, il faut augmenter la production pour baisser les prix. Et c'est avec cette solution-là qu'on croit, que les Européens croient pouvoir stabiliser les prix ou faire descendre les prix. Tout au contraire, demain, si la Russie décide de baisser sa production comme l'a menacé Poutine, alors on va revenir au même scénario, c'est-à-dire le marché va être dans une situation de stress permanente. Donc ni les consommateurs ni les producteurs ne sauront à quel sens vouer. Dans cette logique-là, qui est une logique, comme tout le monde le dit aujourd'hui, on répète l'expression, c'est se tirer une balle dans le pied. Très bien. Donc on va, avant de parler de la position de l'OPEP qui est très importante, Abdelmajid Attar, j'aimerais avoir votre point de vue sur ces stratégies de l'Union européenne. La stratégie, c'est une stratégie gagnante. Depuis le début, pratiquement, je me rappelle, depuis même 2020 ou 2021, l'OPEP+, elle a su préserver la cohésion. Les décisions ont toujours été unanimes et on a toujours suivi le marché. De quoi a besoin le marché? Avant de parler de l'OPEP, vous parlez de l'OPEP, moi je parle de l'Union européenne, la stratégie de l'Union européenne de plafonner les prix. Avant de parler de l'OPEP. La décision, elle est vraiment contre-productive. Oui. Moi je rajouterais autre chose, par exemple en ce qui concerne le pétrole à $60. Le pétrole russe comme l'Oural étant inférieur à $60. Oui. Mais en plus, en fait, ce n'est pas tellement le plafonnement. Ils ont mis en place une décision en matière d'assurance. Oui, pour les compagnies. Ils interdisent l'assurance des pétroliers si jamais ils prennent du pétrole russe et surtout quand il est moins de 60. Plus de $60. Or, je vais vous dire une chose. Il y a à peu près dans la flotte des pétroliers dans le monde, sur les 11 100 et quelques pétroliers qui existent dans le monde, il y a 1000 pétroliers qui travaillent pratiquement au noir. On ne les connaît pas. Dernièrement, durant l'année 2020-2021, il y a eu 400 nouveaux navires pétroliers qui ont été acquis par des inconnus. Et ce sont ces navires qui vont... C'est un nouveau marché. On encourage un marché pratiquement parallèle qui va être, et encore mieux, par exemple les pétroliers russes, ou les pétroliers, par exemple, qui appartiennent aux Chinois peut-être, ou à l'Inde, ou etc., certains pays, ou certains armateurs, je dirais. Eh bien, ils s'assurent maintenant en Russie. Ils prennent des assurances en Russie et ils peuvent traverser le détroit du Bosphore, il n'y a absolument aucun problème. Non, je vais vous ajouter une chose, la Russie a acheté 103... Sur les 400, elle a acheté 103 nouveaux navires dans ce qu'on appelle les VLC, c'est-à-dire Very Large Crude Ships, c'est-à-dire qui sont capables de transporter 700 000 tonnes. Et il y a ceux des millions, parce qu'on les appelle les Aframax, tu vois, et les Suezmax. Pourquoi? Suezmax, ils sont capables de traverser le détroit de Suez. Donc, c'est 1 million de barils de pétrole. Et puis, il y a les Aframax qui sont les plus supérieurs, de 2 millions de tonnes. Mais quand même, donc, la Russie, elle a créé ce que les Européens ne se rendent pas Attendez, je vous explique une chose. Non, ce qu'il y a lieu. Aujourd'hui, la décision de plafonner le prix, elle concerne le transport maritime. Par contre, les pipelines, non. Ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas concernés. Oui. Et en même temps, pour s'assurer que
les tankers, c'est-à-dire que le prix reste. Les compagnies d'assurance comme Lloyd's, qui est l'une des principales compagnies d'assurance maritime, donc elle refusera d'assurer les bateaux qui transportent du brut à $60 ou plus. Oui. Donc vous voyez, et en plus comment contrôler, puisqu'il y a des négociations. Et en même temps, il y a le marché spot, donc qui détermine le marché chinois, le marché turc et le marché indien. L'Inde est le principal, et avec la Russie, le principal client de la Russie en matière d'hydrocarbures, de pétrole. Et quand on parle de pétrole, il faut parler aussi des produits dérivés avant la fin de cette émission. Tout ce qui concerne la pétrochimie. Très bien, donc j'aimerais m'intéresser à la position de l'OPEP suite à ces décisions prises par l'Union européenne, notamment pour ce qui est du pétrole russe. Abdelmajid Attar. Déjà, la Russie envisage donc à exprimer son intention de réduire ses quotas. En cas de, si jamais, en fonction du marché. Et je pense qu'ils finiront d'ailleurs par baisser, peut-être pas de 700 000, on n'en sait rien. Ça, pour le moment, c'est une menace. Mais tout ce que je sais, c'est que l'OPEP+, maintenant, plus que jamais, ils vont continuer à appliquer leur stratégie, c'est dans leur intérêt. C'est cette stratégie qui va leur permettre de maintenir une stabilité au niveau du marché pétrolier. Malgré l'opposition des États-Unis. Absolument, la preuve, on l'a vu, les États-Unis, bon, Biden est parti aux États-Unis, ils ont menacé, il y a eu plusieurs, en Arabie Saoudite, comment ça s'appelle, il y a des présidents européens qui sont partis là-bas aussi, ils ont demandé, tous ont demandé à l'Arabie Saoudite, qui est le principal producteur avec la Russie au sein de l'OPEP. Et il y a derrière, il y a l'Irak, il y a les Émirats et le Koweït. Bon, mais rien n'y fait. Les pays de l'OPEP+, ils ont gardé la même stratégie. Ils regardent un petit peu les besoins en matière. Il ne faut pas oublier que l'OPEP+ produit 40% de la consommation mondiale. Oui. Voilà. Avec 40%, on contrôle le marché. Il n'y a absolument aucun problème. Ils vont continuer comme cela. Et c'est dans leur intérêt. Sinon, parce que s'ils augmentent la production, le marché il va pratiquement se détruire petit à petit, et c'est ce que veulent les États-Unis, c'est pour des raisons de politique intérieure, et surtout pour les carburants en réalité, qui ont pratiquement brûlé, le prix est monté à des niveaux extraordinaires au niveau des États-Unis. Le gallon, il fait plus de $3 actuellement, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Un gallon, c'est Kamal Moussari, sur la stratégie gagnante de l'OPEP+, actuellement, vous savez, maintenant, face à l'Occident. Il y a une nouvelle donne qui est apparue, c'est-à-dire les alliances traditionnelles qu'il y avait, par exemple, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'était filoché, c'est cassé. Donc il y a l'intérêt national qui prime aujourd'hui. Parce que dans un monde aujourd'hui de polarisation, ce qui se produit, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit à travers l'OPEP+, ou bien avec les BRICS, on voit une orientation nouvelle dans la politique internationale. C'est-à-dire que l'intérêt national prime. Certes, il y a une convergence quand on voit que l'intérêt national russe concorde avec celui de l'Arabie Saoudite et de l'Algérie ou bien des autres pays membres de l'OPEP. Il y a cet intérêt-là qui est parce qu'aujourd'hui, dans un monde plein de crises, où il y a une inflation, donc des pays comme la Russie qui comptent, cette année-là, on parle, la Russie va engranger 196 milliards de dollars des produits d'hydrocarbures, c'est-à-dire une augmentation de 36% par rapport à l'année dernière. Forcément, les États-Unis qui veulent affaiblir la Russie, ils vont l'affaiblir comment? C'est-à-dire en s'attaquant à ces ressources financières qui sont le pétrole et le gaz. Oui. Et quand on s'attaque à la Russie et sur ce plan-là, on s'attaque aussi à l'OPEP+. Donc l'objectif, c'est frapper faire d'une pierre deux coups. Et là, il y a une prise de conscience. C'est pour ça que les États-Unis essayent avec ces sommets-là, avec l'Afrique, le départ de Biden pour discuter avec les pays arabes, enfin, du Golfe et ceux de la région à propos de la sécurité. C'est pour les amener sous son parapluie, mais ça n'a pas marché parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que l'intérêt national, dans ce moment de crise et de ce moment où il y a des problèmes de malnutrition, de crise alimentaire et puis de crise d'absence de matières premières, donc l'objectif initial pour chaque pays, que ce soit au niveau de l'OPEP ou au niveau du BRICS, c'est l'intérêt national. Et c'est pour cela qu'ici en Algérie, au niveau officiel, on parle de la nécessité de préserver, de défendre le produit national. Alors peut-être un dernier mot pour Abdelmajid Attar sur vos prévisions après de telles
nouvelles mesures prises. On vient d'écouter donc. C'est-à-dire, il y a quand même, vous savez, l'année 2022 a été très positive pour l'Algérie, ça, il n'y a rien à dire. Le marché pétrolier va rester aussi à ce niveau, c'est-à-dire il ne descendra probablement. Il descendra de temps en temps en dessous de $80 en fonction des fluctuations. Il est à 86, mais c'est tout, mais il restera au-dessus. Le gaz, il n'y a aucun problème. À mon avis, le prix restera haut. Il y a encore des incertitudes. La principale incertitude aujourd'hui, c'est surtout la récession. On ne sait pas si la récession va s'aggraver ou non. Elle est déjà présente. Est-ce qu'elle va s'aggraver ou non? Donc si elle s'aggrave, ça va suivre la croissance en Chine. La Chine, c'est le moteur, c'est lui qui va donner le prochain signal en matière de marché pétrolier. Merci Abdelmajid Attar pour cet éclairage. Je remercie également Kamal Bensari pour sa contribution dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.